Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de faits divers. Tout d'abord, on va définir le crime passionnel et remettre l'église au milieu du village. Le crime passionnel, c'est un acte violent, fréquemment un homicide, commis sous l'effet de la passion. Le plus souvent paroxystique, c'est-à-dire à son paroxysme, survenant après un facteur déclenchant. En fait, le crime passionnel ne peut pas être prémédité. En gros, vous pétez les plombs et vous tuez quelqu'un. Ça, c'est un crime passionnel. Les passions, en fait, ce sont les émotions qu'on n'arrive pas à contrôler et qui prennent le dessus sur notre raison. Par exemple, si un de mes potes me met super en colère, que je perds le contrôle et que je l'assassine, ça sera qualifié de crime passionnel alors qu'entre nous, il n'y avait rien d'amoureux. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser que crime passionnel égale crime d'amour. Un homme qui assassine sa femme, ce n'est pas un crime passionnel, c'est un féminicide. Alors peut-être qu'après, ce féminicide peut être qualifié de crime passionnel parce qu'il a perdu le contrôle et que ce n'était pas prémédité. Le crime passionnel, ce n'est pas de l'amour parce qu'il n'y a pas de violence dans l'amour. Je le répète et le martèle. Comme je l'appelle Marc, c'est plutôt rigolo. J'ai donc choisi des crimes dits passionnels dans le livre où ils étaient racontés, mais en définition, en fait, ce ne sont ni l'un ni l'autre des crimes passionnels. Maintenant que les bases sont jetées, on peut y aller. C'est une jeune femme de 24 ans qu'on appellera Lila. Pourquoi? Parce que je regarde un Lila et je trouve ça plutôt joli. Elle est mariée depuis 2 ans avec son mec qu'on va appeler Georges. Les choses ont changé. Georges est devenu sombre, nerveux, irritable même. Un jour comme un autre, Georges rentre du travail et là il pète les plombs. Il se met à fouiller partout dans la maison, donc Lila elle comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Lila fait une petite blagounette, elle dit ah mais mon amant n'est pas caché là. Il la gifle tellement fort qu'elle est éjectée à l'autre bout de la pièce. Après l'avoir giflé, elle voit qu'il est en train de se précipiter sur elle. Heureusement, elle a le temps de se glisser dans la salle de bain et de fermer derrière elle. 1 heure plus tard, quand il a arrêté de frapper à la porte, elle se décide enfin à sortir pour checker ce qui se passe. Et il est là, pépère tranquillou pépouze, assis dans son canapé en train de siroter du Sky. Et le mec s'excuse. Ah, désolé, je sais pas ce qui m'a pris, tu sais. Donc Lila est un peu... What? Mais elle laisse couler. Les jours suivants, Georges a l'air d'être devenu complètement normal. Et en juin, il lui annonce qu'il a trouvé une super idée pour leurs vacances d'été et qu'il l'emmène dans une superbe villa pour kiffer leur life. C'est un petit nid d'amoureux complètement isolé dans la nature. Vous sentez que ça pue? Me too. Donc en août, ces types partent, c'est les vacances, ils débarquent dans leur magnifique villa. Ils passent leur première nuit dans la maison et le lendemain matin, Georges descend du lit et dit à Lila, reste au lit, j'arrive avec une surprise. Comment on peut pas sentir venir la merdasse? Comment? L'amour rend aveugle et con. Georges revient et il a 2 sacs à la main et un sourire diabolique que Lila ne lui connaissait absolument pas. He's the devil. Et là, Lila se rend compte qu'en fait, les 2 sacs qu'il a à la main bougent. Il vide le contenu d'un des sacs sur le balcon et il ferme la porte vitrée. Il lui dit de venir voir, donc Lila, elle s'approche et là, elle se rend compte que sur la terrasse, il y a un énorme rat. Il a l'air vénère, il se cogne contre la baie vitrée pour vouloir rentrer. En fait, en gros, vous avez la chambre, le petit balcon qui est de ce côté-là, et la porte de sortie de la chambre donne sur le boudoir qui lui donne sur le reste de la maison. Dans cette pièce, Franck va renverser son 2e sac, qui contient sans surprise un 2e rat. En gros, la pauvre Lila est piégée entre le rat du balcon, le rat du boudoir, et elle est là dans son lit en mode what the fuck? Qu'est-ce qui se passe, George? Et là, en fait, Georges lui explique qu'elle va payer pour ses multiples tromperies. Georges se barre et il la laisse toute seule. Avant de partir, il lui dit qu'elle a le choix entre mourir de faim et de soif, ou mourir mangée par ses rats. Sachant que c'est sa phobie, en fait, Lila, elle ne réfléchit pas, elle se rend pas compte que si elle passait rapidement en courant devant le rat du boudoir, elle pourrait très bien s'en sortir. Elle va rester là 24 heures. Et soudain, dans la nuit, elle entend du bruit dans la maison. Donc elle se demande si c'est Georges qui est revenu la chercher, qui a changé d'avis, mais elle se dit non, il est taré, il reviendra pas. Et là, elle comprend qu'en fait, ce sont des voleurs, parce que c'est une superbe belle villa. Elle a l'air déserte, et donc forcément, ça attire les voyous, les bad boys. Donc là, elle se met à crier complètement hystérique. En criant, elle leur raconte l'histoire, elle répète plusieurs fois l'histoire. Les voleurs vont lui répondre en lui disant ok, bougez pas, on appelle la police. Et Lila sera libérée par les forces de l'ordre. Et le bon vieux Georges dans cette histoire, eh bien il sera retrouvé pendu chez eux. En fait, après l'autopsie, ils se sont rendus compte que Georges avait une syphilis. Il avait atteint le dernier stade et il était devenu complètement barjot. Donc cette première histoire était bien sûr non pas un crime passionnel, mais une tentative de féminicide raté. Nous sommes en Italie. Nos héros s'appellent Luna et Paolo. Luna et Paolo, ce sont des jeunes fiancés, ils s'aiment à la folie. Sauf que du jour au lendemain, en fait, Paolo a largué Luna. Elle le prend mal parce qu'elle lui a donné sa petite fleur et que du coup, plus aucun homme ne voudrait l'épouser. Devant cet affront, Luna prend la seule décision rationnelle et logique qui s'impose. Elle décide de le tuer.
Donc pendant des semaines, elle va apprendre à tirer avec le revolver de son grand-père. Tout le village est au courant de ce qui se prépare. Du coup, Paolo se trimballe tous les jours avec un pistolet sur lui. C'est vraiment genre la telenovela du village. Tout le monde se dit, mon Dieu, quand est-ce que ça va se passer? Et un beau jour, Paolo sort du bar et découvre Luna, debout à côté de la fontaine où il l'a larguée. Elle hurle « Traître !» en italien, donc ça donnerait un truc genre « Traîtro !» Et elle tire. Elle tire 5 fois, elle le touche 5 fois. Les entraînements avec Papy Julian, c'était pas de la merde. Efficacité max. Paolo, pour se défendre, il tire 3 fois sur Luna et lui, il ne la touchera que 2 fois. Heureusement, ils seront sauvés tous les deux. Tous les deux vont être ensuite déférés à la prison de Pise. Durant leur incarcération, en attendant leur procès, ils vont se mettre à s'écrire. En fait, c'est Paolo qui va écrire la première lettre en disant à Luna qu'il trouve que ce qu'elle a fait, c'est vraiment la plus grande preuve d'amour qui existe. Pas vraiment. En tout cas, si vous m'aimez, ne me faites pas ce genre de preuve, je vous crois sur parole. Ils s'écrivent donc en cachette, parce qu'évidemment, ils ont pas le droit. Ils se rencontrent même en cachette dans la prison. Et ils finissent par se marier. En prison toujours. Au final, au procès, comme ils se défendront l'un l'autre et qui clameront leur amour, ils seront tous les deux innocentés. On oublie beaucoup ce qu'on veut pas retenir. Cette phrase, vous pourrez en faire un tatouage, je vous cède les droits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous, n'acceptez pas qu'on vous traite mal, vous méritez le meilleur.